Voilà, et les soldats arméniens quittent donc le Haut-Karabakh. Ils sont remplacés peu à peu par les soldats russes qui vont veiller au cessez-le-feu. Bonjour Galia Ackerman et merci d'être avec nous sur France Bonjour. 24. Vous êtes chef du bureau Russie de la revue Politique Internationale. Vous avez également écrit Le Régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine. C'est paru en mai 2019 chez Premier Parallèle. Bon, Moscou a donc repris la main dans le Haut-Karabakh après ces semaines de guerre, 10 semaines de guerre. Vladimir Poutine a réussi à mettre fin au conflit. Est-ce que c'est un coup de force diplomatique pour vous? Je crois qu'il faut se poser plusieurs questions. En effet, c'est un coup de force diplomatique, mais c'était un coup préparé bien à l'avance. Je considère toute cette guerre plutôt comme une partie d'échec. Et il faut d'abord peut-être se poser la question, pourquoi maintenant? Les terres autour du Haut-Karabakh ont été occupées par l'Arménie à partir de 92 et entre 92 et 94. Le Haut-Karabakh a proclamé son indépendance, c'est une enclave au sein de l'Azerbaïdjan en 88. Donc, grosso modo, les Azéris ont attendu 30 ans pour essayer de récupérer les territoires qui, selon la loi internationale, en effet, font partie de l'Azerbaïdjan. Pourquoi maintenant? Je pense que malheureusement, c'était un projet de Poutine. Pachinian, qui a été élu, comme vous l'avez mentionné, à la suite d'une révolution populaire, menait en cours un peu trop indépendant aux yeux des Russes. Il a notamment remplacé il n'y a pas longtemps plusieurs personnes au sein de ses services de sécurité parce qu'ils étaient connus comme des pro-Moscou. Il essayait de débarrasser la République de la corruption. Il menait en cours un peu pro-occidental. Et comme vous savez, c'est surtout l'Arménie qui est le territoire sous contrôle russe dans le Caucase. C'est un territoire stratégique pour la Russie. Il y a deux bases militaires et je crois que pour Poutine, permettre cette guerre suivre son cours était un moyen de se débarrasser de Pachinian et de renverser la situation en Arménie elle-même. Je crois que le Haut-Karabakh en soi, qu'il soit sous contrôle azéri ou sous contrôle arménien, ce n'est pas une priorité pour Poutine. L'appartenance de ces régions adjacentes, cette région adjacente, qui ont maintenant été en grande partie occupées par l'Azerbaïdjan et les autres qui ne sont pas occupées seront quand même rendues selon cet accord à l'Azerbaïdjan. Donc, pour lui, c'est un moyen justement de provoquer la chute de Pachinian et le renversement de la situation interne en Arménie. L'Arménie fait partie de ce qu'on appelle en abréviation ODBK, c'est-à-dire Organisation du traité de sécurité collective, dont fait partie la Russie, aussi bien sûr l'Arménie et encore quelques pays de l'ex-Union soviétique, comme notamment le Kazakhstan ou encore la Biélorussie. Euh, il y avait pour Poutine toute la possibilité d'intervenir s'il le voulait et renverser le cours des événements. Je pense même que s'il n'y avait pas un aval de Poutine tacite pour commencer cette guerre, la guerre n'aurait probablement pas éclaté parce que Poutine a toujours éviter une confrontation directe avec les Turcs qui, dans ce cas, serait devenue inévitable. Alors j'entends ce que vous nous Et dites, donc, Galia Ackerman. Donc Vladimir Poutine voulait affaiblir le Premier ministre arménien Nikol Pachinian avec cette guerre, sauf que finalement l'Azerbaïdjan en sort très renforcé, mais aussi Recep Tayyip Erdogan qui s'est affiché aux côtés des Azerbaïdjanais. oui, en effet, la Turquie en sort renforcée parce qu'elle s'est rapprochée de l'Azerbaïdjan. Maintenant, c'est certainement profitable, en fait, à tous les partis du conflit, sauf les Arméniens. La Russie reprend le contrôle de l'Arménie et met le pied dans le Haut-Karabakh qui se trouve en Azerbaïdjan. Et l'armée russe n'a pas été présente jusque-là en Azerbaïdjan.
La Turquie renforce les liens avec l'Azerbaïdjan et reçoit aussi le passage vers Nakhitchevan, une autre région isolée turque qui se trouve en Arménie. Tout le monde est content. L'Azerbaïdjan jubile parce qu'il a récupéré les territoires occupés depuis 30 ans. Le seul perdant dans tout ça est l'Arménie. Je dis encore une fois, les Russes ont invoqué que, voilà, comme c'est entre Arménie et Azerbaïdjan, et que l'Arménie elle-même n'est pas menacée, ils ne peuvent pas faire marcher la clause du traité ODBK qui lui permettait d'intervenir militairement. Mais en fait, on sait très bien que quand la Russie veut intervenir, elle le fait. Nous Galia l'avons vu, Kerman, par exemple. Oui. excusez-moi, est-ce que cette guerre dans le Haut-Karabakh et finalement l'intervention diplomatique des Russes, est-ce que tous ces événements-là sont suivis par les Russes? Ils sont suivis par les Russes, mais je ne crois pas que ce soit la grande priorité des Russes en ce Mhm. moment. Ceci dit, il y a quand même quelque chose qui est assez funeste pour beaucoup de Russes, c'est le fait que les Arméniens sont des chrétiens d'Orient, on peut dire, avec une église très ancienne, très proche des Russes. Toujours l'Arménie, depuis des siècles, est proche des Russes. Donc, c'est perçu non seulement par les Arméniens, mais aussi par pas mal de Russes, comme une trahison. Et pour justifier cette trahison, d'ailleurs, le président Aliyev l'a mentionné à plusieurs reprises, il accuse la direction arménienne d'être de mèche avec Soros. Et Soros, c'est comme une injure pour le régime du Kremlin. Soros, qui prône pour la démocratisation des pays de l'Est, est considéré comme réellement un ennemi par la Fédération de Russie, par le dirigeant Azeri Aliyev aussi. On fait comprendre que l'Arménie suit un mauvais chemin et que donc il faut la punir et la faire revenir complètement dans le giron russe. Je pense que Merci. c'est ça l'idée. Merci beaucoup, Galia Kerman, pour vos explications.